Bonjour à toutes et à tous. On a déjà des premiers connectés. On va attendre encore quelques minutes, le temps d'avoir tout le monde avec nous pour ce webinaire autour de la transformation culturelle. Alors, piste balisée ou hors piste, on va essayer d'y répondre ensemble. Je suis bien accompagné ce matin. Je vais vous les présenter ensuite. Il y a également Judith qui est avec nous pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions. On les prendra, bien sûr, au fil de l'eau. Donc, bienvenue avec nous, organisé par Juliette Sterwen. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Juliette Sterwen est un cabinet, un leader sur la transformation et l'innovation. Et de transformation, on va beaucoup en parler ce matin puisqu'on va se consacrer notamment sur la transformation culturelle. Alors bien évidemment, dans transformation, il y en a d'autres. Nous, on va prendre cet aspect, cet angle humain de la transformation, mais on le sait, et on le sait très bien chez Juliette Sterwen, bien évidemment, pour accompagner les transformations de l'entreprise, il y a l'aspect business et puis il y a l'aspect humain, ce que chez nous on appelle business et people. Et dans cet aspect humain, on va se focaliser plus particulièrement sur la transformation culturelle, essayer de comprendre ce que l'on met derrière ces mots de transformation culturelle et puis aussi est-ce qu'on peut l'accompagner et comment peut-on l'accompagner. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu ce leitmotiv qui va nous servir ce matin de fil conducteur. Qu'est-ce que la transformation culturelle et puis comment la mettre en place dans les organisations et comment engager, embarquer l'ensemble des collaborateurs de manière durable. Il est 9h02, on va encore attendre quelques minutes, on se lance. On se lance. Alors c'est parti. Donc je suis moi-même David Lagarigue, je suis directeur People Transformation chez Juliette Sterwen et je suis accompagné ce matin de ces trois intervenants que je vais vous présenter. Alors on a Éric-Jean Garcia. Éric-Jean Garcia qui est titulaire d'un PhD en Education and Development au Leadership de University College de Londres, d'un MBA de la University of Dallas au Texas, qui est responsable de l'Executive Master Trajectoire Dirigeant à Sciences Po Executive Education et qui co-dirige l'Executive Master General Counsel. Également avec nous ce matin, Michel Barabel, professeur affilié à Sciences Po Executive Education, où il dirige l'Executive Master RH. Il est également administrateur et directeur des publications du Lab RH et rédacteur en chef adjoint Mag RH. Et nous avons également Julien Levert, directeur adjoint de Juliette Sterwen et grand spécialiste notamment de la transformation culturelle pour lesquelles il accompagne un grand nombre de nos clients. Bonjour à tous. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est le titre finalement de ce webinaire. On parle de transformation culturelle, mais qu'est-ce que la transformation culturelle? Est-ce que vous pourriez chacun nous donner un petit peu votre définition de la transformation culturelle? Éric-Jean, on va commencer par toi. Qu'est-ce que c'est que la transformation culturelle? Peut-être dire tout de suite un mot, un sujet de sémantique, de différencier ce qu'on pourrait appeler le change management de la transformation culturelle. En fait, c'est peut-être la meilleure façon de le définir. Dans le change management, on s'appuie essentiellement sur le passé pour faire évoluer l'organisation, alors qu'on s'appuie davantage sur une vision de l'avenir en ce qui concerne la transformation culturelle. Quand on parle de change management, on est dans une logique de segmentation et de séquentialisation, c'est-à-dire on segmente par champ de compétences et on séquentielle, c'est-à-dire on fait une mise à jour de l'organisation tous les 3, 4, 5, 6 ans, versus la transformation culturelle où on est dans une démarche davantage holistique et en continu. On voit bien la différence. Si je faisais une métaphore, je dirais que le change management, c'est un peu comme un dessinateur qui cherche à chaque fois à faire une esquisse parfaite quand il commence à dessiner, versus celui qui commence une esquisse et la travaille et l'améliore. Il travaille au crayon et à la gomme. Enfin, je dirais que le change management subit ce qu'on pourrait appeler le syndrome de l'organisation parfaite, c'est-à-dire la recherche d'une organisation qui fonctionnerait telle une mécanique horlogère, versus une transformation culturelle où on est davantage dans ce qu'on pourrait appeler une démarche de sagesse, où on accepte les imperfections, d'une part, et de modestie, parce qu'on est conscient à la fois de ses ressources et des opportunités et des marges de manœuvre que les deux nous offrent
par rapport à nos objectifs. Voilà, très brièvement, change management versus transformation culturelle. Merci Eric Jean. Alors Michel, même question. Comment définirais-tu transformation culturelle? C'est difficile de passer après Eric Jean parce que c'est toujours remarquable et brillant. Littéralement, la transformation, c'est si on reprend le dictionnaire ou le Larousse, c'est le passage d'une forme à une autre. Donc il y a cette idée de modification et Eric Jean a très bien présenté les différences entre le change management et la transformation. Mais là, on est dans l'association de deux termes, donc le passage d'une forme à une autre et puis du terme culturel ou culture. Alors c'est vrai qu'une culture d'entreprise, c'est l'ensemble des manières de penser, de sentir et d'agir qui sont communes aux membres d'une même organisation. Elle se construit dans la durée. Et la transformation culturelle, elle suppose qu'on va à la fois aller, moi j'aime bien le modèle de l'iceberg culturel de Hall, aller travailler ce qui est visible, les comportements, les traditions, mais aussi ce que Hall appelle la deep culture ou la culture profonde, savoir réinterroger les attitudes et les croyances, les valeurs fondamentales de l'organisation. Et donc, s'engager dans une transformation culturelle, c'est faire le diagnostic d'une culture existante, de son histoire, de ses traditions, de ses points invariants et se poser la question des évolutions nécessaires au regard, par exemple, d'une vision, comme l'a dit Eric Jean, ou de chocs externes imposés par l'environnement. Merci. Alors Julien, du coup, tu vas devoir compléter avec peut-être une vision sur les accompagnements que toi tu as pu mener sur la transformation culturelle. Est-ce que tu as un éclairage différent ou complémentaire à apporter à cette définition d'Éric Jean et de Michel sur la transformation culturelle? Non, elle ne sera pas différente, ça sera effectivement complémentaire. En fait, on fait bien un distinguo, puisque nous, chez Julie Estaron, on a deux activités. On a une activité change management et une activité, effectivement, comme tu disais, transformation culturelle. Donc, en fait, quand on parle de transformation culturelle, et ça j'insiste, parce que c'est souvent un peu la confusion qu'il pourrait y avoir en pensant que c'est du change amélioré, finalement. C'est un change un peu plus profond. Et pour nous, c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que la transformation culturelle, il y a la notion de culture, et dans la culture, comme le disait Michel, il y a l'aspect humain. Et une transformation culturelle nécessite un temps beaucoup plus long que le change. Et si je reprends l'image d'Éric Jean Garcia qui dit que le change management, effectivement, c'est un dessin qui finalement s'arrête, alors que la transformation, il faut y revenir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on dit que le change, il est borné. C'est un projet de change. Il y a un départ, il y a une arrivée, il y a une cible. La transformation, elle est presque perpétuelle. C'est-à-dire qu'on est dans une transformation qui est, je dirais, qui n'est jamais bornée finalement. C'est-à-dire qu'il faut y revenir. Et ça, c'est vraiment le point clé. Et quand je dis qu'elle est plus longue, c'est-à-dire qu'elle est réflexive. Elle est réflexive pour l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain qui s'engage dans une transformation, qu'il soit dirigeant, collaborateur ou manager, il se doit de se poser la question de la transformation personnelle. Ça veut dire quoi se transformer finalement dans une organisation? Donc cette notion de profondeur de champ est pour moi la différence majeure entre un projet de change et un projet de transfo. Merci. Alors, du coup, on va mettre les pieds dans le plat. Maintenant qu'on n'a pas défini ce qu'était la transformation culturelle, on voit bien que c'est quelque chose de complexe, de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Alors, on parlait d'iceberg, on parlait de ce dessin qu'on continue à retoucher. Mais alors, la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut transformer la culture d'une organisation? Est-ce que c'est possible finalement de toucher un peu à ces couches profondes? Et alors, Éric Jean, je sais que tu as une notion d'esthétique opérationnelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'abord, peut-être un mot sur la culture pour aller dans le sens de ce que disait Michel, en rappelant peut-être quelques principes qui me semblent fondamentaux, à savoir que la culture, ce n'est pas un objectif à imposer, d'accord? Pour le dire autrement, la culture, ça ne se décrète pas. Il n'y a pas des gens dans un bureau qui décident entre eux de ce que va devenir la culture d'une organisation. Michel évoquait la métaphore de l'iceberg. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans une organisation qui ne se voient pas, ou en tous les cas, que tout le monde ne voit pas. Il y a un vieil adage qui dit que la culture, c'est ce qui se passe quand l'autorité quitte la pièce. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a dans cette idée de culture l'idée que les individus agissent de manière plus ou moins rationnelle,
en sociologie, on dit qu'ils agissent avec une rationalité limitée en fonction des informations qu'ils ont, et que cette façon d'agir s'appuie sur une vision qu'ils ont de l'organisation, une perception qu'ils ont des enjeux, des stratégies, des choix qui sont faits. Et pour le dire autrement, et ça c'est breaking news, comme dirait l'autre, quand on parle de culture d'organisation, chaque personne dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée, connaît parfaitement cette organisation. Il ou elle la connaît parfaitement, mais de là où elle est. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants savent des choses que des employés ne connaissent pas. Les employés savent des choses que les dirigeants ne connaissent pas. Il faut comprendre ça. Donc, la culture, c'est cette espèce de magma qui circule entre les individus qui ont tous une connaissance, souvent la certitude qu'ils connaissent très bien l'organisation de là où ils sont, et on voit tout de suite les conflits qui apparaissent. Parce que dès lors que les dirigeants ne connaissent pas Balzac, ils ont peu de chances d'arriver à leur fin. Pourquoi je dis ça? Un petit détour par Balzac et la comédie humaine. Les 90 ouvrages de Balzac ne font que gratter la surface de ce qu'est la société française au moment où il écrit. Et il rentre dans les détails de la vie, des rapports humains, de la complexité des rapports humains, des belles et grandes choses qui se passent entre les individus, mais aussi les petites choses minables, hein, que certains pourraient appeler les irritants. Et donc, dans la comédie humaine, il y a cette importance de comprendre la société, pas simplement avec une vision stratosphérique, mais de la comprendre dans sa granulité. Et dans la granulité, il y a cette idée que chacun a une certaine vision de l'organisation et qu'il sait parfaitement de là où il est, comment elle fonctionne, et que personne n'a donc toute l'image de l'organisation. Personne ne la maîtrise complètement. Et cette part d'inconnu est pour certains insupportable, et ceux-là ne doivent pas prendre des postes de dirigeants. Point. Éric Jean. Alors du coup, je repose ma question à Michel. Selon toi, peut-on transformer la culture d'une organisation, d'une entreprise? J'en suis convaincu et c'est vital parce que, en gros, Éric Jean l'a rappelé, c'est d'abord une construction collective interne qui correspond à un secteur d'activité, à un métier, à des valeurs partagées, mais c'est aussi, et ça doit matcher avec l'environnement externe. Et si les enjeux business, l'environnement, les concurrents, les défis à l'extérieur s'imposent à l'organisation doit, Éric Jean l'a très bien dit, en continu se réinviter. Par contre, il y a des pièges. Le premier piège pour moi, c'est le piège de l'imitation. On se transforme pour se transformer parce qu'il y a une injonction à la transformation, le concurrent l'a fait, les gourous américains l'ont dit, des bouquins l'ont imposé, donc on va lancer des chantiers de transformation parce que ça fait bien, ou on va chercher à copier quelqu'un qui a initié une transformation dans un secteur. Donc, le lean management a été déployé dans telle entreprise. Allez, chantier, réinventons notre façon de fonctionner et déployons le lean management. Et c'est souvent catastrophique parce que ça empêche, comme le dit Éric Jean, de se poser la question de points communs, de diagnostic culturel, de finalement des finalités de cette transformation, à quoi elle sert, et de la singularité de la transformation qu'on va engager au regard de ce que l'on est profondément. C'est le premier piège. Le deuxième piège, et Éric Jean en a un petit peu parlé, c'est de l'imposer, c'est-à-dire un territoire de sachants composé de dirigeants et d'experts sonne une cloche en disant les amis, l'heure est grave, tout le monde se transforme, nous devons nous transformer, et part du principe qu'avec un discours relativement inspirant, les collaborateurs vont tout de suite l'assimiler, le comprendre et l'adopter. Et très souvent, quand on engage des chantiers de transformation, on insulte le passé. En gros, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'une entreprise s'est construite autour d'une culture, de points forts et d'éléments de fierté pour les gens. Et quand on a la transformation, on dit tout ça, on le met à la poubelle, c'est ridicule, le taylorisme ne fonctionne plus, tel rite et routine, on n'en veut plus, telle posture de dirigeant, on ne veut plus, le collaborateur doit maintenant adopter tel type de comportement. Alors, quand on s'est construit sur des éléments de fierté culturelle,
jeter, je reprends l'expression bébé avec l'eau du bain, peut s'avérer catastrophique. Donc, le deuxième piège, c'est tout réinventer, entre guillemets. Et donc, dans une transformation culturelle, il y a des points invariants, il y a des éléments de tradition, il y a des éléments de l'ADN de la culture qui doivent être sacralisés, conservés. Et puis, par contre, il y a un relooking culturel, il y a un relooking de transformation pour s'adapter aux enjeux de l'environnement. Et le troisième point, et que je trouve le plus touchy, moi, dans les transformations culturelles, donc peut-on, oui, mais, c'est qu'on va rentrer dans une période de frottement entre la culture antérieure et puis le nouveau modèle culturel qu'on veut construire. Et donc, c'est des phases où il va y avoir beaucoup de paradoxes. En gros, une culture, si Julien nous l'a dit, c'est le temps long, elle ne disparaît pas. Et donc, il y a des risques d'injonctions paradoxales, de contradictions, de discours qui se décalent des actes, qui font que les individus peuvent être déstabilisés en nous disant on voulait aller vers une posture, par exemple, plus agile, on veut autoriser le droit à l'erreur et le test and learn, ou on veut donner plus de pouvoir aux managers dans la prise de décision parce qu'ils sont à l'interface du client et donc ils sont mieux à même de sentir des signaux faibles. Mais dans le même temps, l'ancienne culture est là et à un moment, l'individu peut être interloqué, voire paralysé parce que ce projet de transformation, il est pas aligné, il n'est pas cohérent, il est contredit par pas mal d'actes et de comportements. Mais si c'est la vieille culture qui résiste et qui se rappelle, donc on va avoir cette période de flottement pas évidente. On a la coexistence de l'ancien monde et du nouveau monde, et puis il y a plein d'autres éléments qui rendent le processus complexe. Mais je vais m'arrêter là. Merci Michel. Donc, cette notion d'alignement est importante, mais du coup, qu'est-ce qui coince en fait? Est-ce que c'est l'organisation qui évolue pas assez vite? Est-ce que c'est la coexistence de deux modèles en même temps? Est-ce que c'est les personnes, Julien? Est-ce que toi, tu as pu aussi constater soit ces pièges, soit à l'inverse, voilà, des points facilitants, on va dire, hein, dans la transformation culturelle d'une organisation? Je crois qu'effectivement, et j'aime beaucoup ce que vient de dire Michel, parce qu'effectivement, ces pièges-là, nous, on les rencontre, en fait. La transformation, c'est exigeant. Et quand je dis que c'est exigeant, ça veut dire que souvent, les organisations ne se posent pas la question de ce que ça veut dire de se transformer et jusqu'où il faut aller dans la transformation. Je vous donne un exemple. Alors, c'est un exemple que je cite souvent. Alors, pour ceux qui me connaissent, désolé, mais la phrase avec laquelle, en tout cas, ma génération a été élevée dans les organisations, ça a été la confiance n'exclut pas le contrôle. Grande phrase où on fait du management en expliquant qu'effectivement, je peux déléguer, mais ça ne m'empêche pas de contrôler. Quand on parle d'une transformation et qu'on parle d'autonomie, de responsabilisation, de confiance, du droit à l'erreur, du droit à l'échec, du droit d'essayer, tout ce qu'on entend, souvent, on est rattrapé par ce type de phrase. C'est-à-dire que l'organisation qui décide de se lancer dans une transformation en prônant ces mots, en les affichant, se retrouve rattrapée, comme disait Michel, par ce genre de phrase parce qu'à un moment donné, et ce que nous disent les managers, ils nous disent, nous, on veut bien se transformer, on croit à la confiance, le droit à l'erreur et tout, mais d'un autre côté, on nous dit qu'il faut faire du reporting. Et je crois qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées, qui se plaignent de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant de reporting que dans les sujets d'organisation, on parle d'autonomie, de transformation et autres, et de délégation. Quand on parle de délégation, ça pose la question concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où l'organisation est prête à déléguer certaines responsabilités. Et là, vous vous heurtez, si je prends les établissements, par exemple, assurance, banque, financier au sens large, quand vous parlez de délégation, concrètement, tout à coup, il y a la notion de risque qui revient. C'est-à-dire, oulala, je suis en train de confier l'investissement de quelque chose à quelqu'un qui avant était contrôlé et maintenant je suis en train de lui dire qu'il a toute autonomie pour le faire ou en tous les cas une certaine responsabilité. Et c'est là que le système, il y a des frictions dans le système. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des dirigeants qui prônent cette autonomie, cette responsabilité, et à un côté sont rattrapés par tous les sujets, bien sûr, du risque, qui dit, bah, si tu donnes cette délégation et autres, tu peux te retrouver, toi, en difficulté. Et c'est là que ça… Et souvent, les transformations s'arrêtent au milieu du gué. Nous, c'est ce qu'on voit. Ça nous arrive même d'ailleurs de revenir derrière des projets de transformation qui se sont arrêtés. On nous dit, on va en faire à nouveau. Et nous, le point qu'on dit, c'est mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi ça finalement, il y a eu un échec avant. C'est pas juste, je fais table rase et je recommence. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on voit souvent, c'est qu'on a l'impression, parce que je suis un nouveau, qu'effectivement, il faut faire table rase du passé. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire que là, il faut rentrer en profondeur, comprendre ce qu'est la culture
et voir ce qui a peut-être fonctionné finalement dans le projet d'avant et voir ce qu'il faut corriger. Je pense que la transformation, finalement, c'est une correction de trajectoire permanente, en fait. Et ce n'est pas effectivement une révolution ou, je dirais, un renouveau total de tout. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on rencontre régulièrement dans ces pièges, en l'occurrence, qu'on voit. Et donc, le manager est acteur de cette transformation-là. Et quand on parle, encore une fois, d'autonomie et de responsabilité, posez-vous la question, et dirigeant et manager, ça veut dire quoi concrètement dans le quotidien du manager ou du collaborateur, cette transformation? Et souvent, ça s'arrête juste, encore une fois, à des postures. Il faut aller au-delà de la posture, en transformation, sinon il ne se passe pas grand-chose, en fait. Merci, Julien. David, je voudrais juste réagir par rapport à ce que vient de dire Julien, peut-être deux, trois petites remarques en passant. Parce qu'il parle de contrôle et que ça, c'est un point important. Il y a une injonction paradoxale qui est souvent vécue par les acteurs entre prenez de la liberté dans votre quotidien et en même temps, il faut satisfaire un nombre toujours plus grand. Et Dieu sait que les technologies donnent la possibilité de multiplier à l'infini les moyens de contrôle sur tout un tas de sujets. Il y a ce que j'appelle parfois dans certaines organisations un fétichisme du facteur clé de performance. Un véritable, j'entends bien fétichisme, hein, une maladie qui est un symptôme de la quantophrénie, le besoin de tout mesurer et de tout mettre dans des histogrammes, des courbes, etc. Donc, et en même temps, le discours de la liberté, etc. Donc, il y a une vraie tension là entre ces deux choses. Et on voit à quel point ces sujets de transformation demandent davantage d'esprit de finesse que d'esprit de géométrie, selon moi. Un autre petit point concerne la délégation, le mot qui a été utilisé par Julien. Ce mot est un peu, comment dire, il est un peu ambigu parce qu'il ne précise pas ce qu'on fait de la responsabilité de l'initiative et du pouvoir. Les anglo-saxons utilisent volontiers le mot, ils opposent volontiers delegation à empowerment. L'idée que quand on empower, on transfère aussi la responsabilité qui va avec les initiatives, versus la délégation qui est vue comme juste un transfert de tâches, et celui qui transfère en garde la responsabilité. Donc il y a ce lien de subordination qui est sous-jacent à cet esprit de délégation et qui tente à disparaître dans l'esprit d'empowerment. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour empowerment, mais bref, cette distinction-là peut être intéressante. Et enfin, j'allais dire, de souligner ce qu'évoquait à la fin de sa présentation Julien quand il parlait que la transformation, ce n'est pas une révolution, c'est vrai, ça doit être une effusion. Merci pour ce complément, Éric Jean. Alors, on parlait d'empowerment. Julien parlait justement des collaborateurs et du coup, j'ai une question autour de ces collaborateurs. Finalement, dans une transformation culturelle, où est notre place, nous collaborateurs? On attend sur le quai que le train veuille bien s'arrêter, on est à bord, on essaye d'aller dans la locaux. Enfin, Michel, quelle est ta vision par rapport à ça? Je pense que rien n'est pire que d'être en posture passive et de subir une transformation. Alors que c'est un modèle qui a été dominant au XXe siècle. Il y a une conception en chambre de dirigeants qui impose une vision et les bons petits soldats collaborateurs vont devoir se transformer. On constate que pour mieux vivre une transformation, il faut premièrement avoir été sollicité, avoir participé aux réflexions, même si finalement son avis n'a pas été retenu, et se sentir comme un copropriétaire de la transformation en cours. Ça nécessite premièrement, Julien et Éric Jean l'ont rappelé, de faire un vrai diagnostic de la situation actuelle, un vrai diagnostic de la culture, un vrai diagnostic des croyances, des postures, des comportements, des postulats implicites. Deuxièmement, de se poser la question d'un vrai diagnostic de l'environnement et du contexte et de pouvoir dire ces comportements-là ne peuvent plus fonctionner, mais ceux-là sont valorisés et amener les gens par un système, j'ai vu plein d'initiatives que je trouve passionnantes, un système de vote, un système de priorisation, un système de mobilisation du corps social, qu'à un moment, ce changement, ce n'est pas le énième changement, la énième transformation culturelle que m'impose l'équipe de direction. D'ailleurs, je m'y perds et j'arrive plus à savoir où on en est vraiment, mais celui-là, j'y ai contribué, je le comprends,
Et en partie, même si je peux le trouver déconnant, je sais que ma voix a compté. Donc, posture active des collaborateurs qui ont le sentiment d'avoir un peu de prise sur ce qui se joue et d'être copropriétaires d'eux. C'est le premier point qui est important. Le deuxième, et ça va revenir avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça nécessite aussi une exemplarité dans les postures, dans les comportements des leaders, des dirigeants. Malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser autour des travaux sur l'entreprise libérée ou la picratie ou l'allocratie, il y a souvent une attente, un point de vigilance. Est-ce que le patron a vraiment envie d'eux? Est-ce qu'il est leader sur ce projet de transformation culturelle? Est-ce qu'il incarne? Si ces 3 signaux sont au rouge, j'attends de voir parce que c'est pas clair. Ça va peut-être être torpillé. C'est un moyen de tester un dirigeant, mais il va se faire massacrer. Donc, il y a de la copropriété, mais à un moment, il faut qu'on ait des sponsoring très forts de l'équipe de direction et notamment du dirigeant et qu'il incarne cette vision et ce projet de transformation. Sinon, on va retomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, les risques d'injonction paradoxales. Et le troisième point, c'est et ça revient à ce que nous disait Eric Jean, c'est pas la révolution. Moi, je crois de plus en plus aux petites victoires, pour reprendre le terme de Philippe Ziborzan, ou à des évolutions incrémentales plutôt qu'au grand soir. Parce qu'en sociologie, on a beaucoup de travaux autour de la théorie de la ressource qui nous disent qu'un individu analyse tout projet de transformation au regard du stock de ressources qu'il a accumulé au gré du temps. Et son premier réflexe va être de se dire, est-ce que ça attaque mon stock de ressources? En gros, est-ce que ça réduit les ressources que j'ai pu me constituer? Est-ce que ça n'a pas d'impact sur mon stock de ressources? Ou au contraire, est-ce que ça me permet d'acquérir de nouvelles ressources? Et plus vous proposez un projet de transformation ambitieux, plus vous annoncez que c'est la révolution, plus potentiellement le stress va monter chez les individus et plus ils vont pouvoir penser que leur stock de ressources va être menacé. Donc plus ils vont pouvoir se mettre en posture de résistance en disant cette révolution ne passera pas par moi parce que je vais en être un perdant. D'une certaine manière, donner des challenges de transformation plus modestes mais accessibles et moins stressants pour l'individu, c'est réduire la probabilité de résistance et d'avoir un corps social qui se met en posture passive ou en posture de résistance. Ça, Julien, c'est quelque chose que tu constates. Alors, il y avait 2 notions. Il y a cette espèce de notion de ruissellement croisé qui fait que ça s'alimente à la fois par les sponsors et puis aussi par le corps social. Et puis, cette notion aussi des petites victoires dont parlait Michel. C'est que c'est 2 choses que tu constates. Oui. En tout cas, dans la manière de mener ces projets-là, nous, on essaie effectivement de travailler sur ce qu'on appelle l'habitude fondamentale, c'est-à-dire finalement d'onboarder l'ensemble des collaborateurs sur une habitude qui veut parler à tous et de manière concrète dans le quotidien des gens. Voilà. Et alors, ça peut être, je parle d'un projet qu'on a pu mener il y a 3-4 ans, qui était augmenter la qualité culinaire. Alors, c'est derrière une phrase comme celle-là, on se dit, tiens, c'est pas effectivement quelque chose de très puissant en termes de com. Mais augmenter la qualité culinaire pour l'organisation qu'on avait accompagnée, ça veut dire concrètement qu'il y a la notion d'augmenter. Et augmenter, ça veut donc dire qu'on est capable de la mesurer. Et si je suis capable de la mesurer, ça veut donc dire qu'il y a une notion de qualité qui est derrière. Et si je suis sur la qualité, ça veut donc dire que tous les acteurs de la chaîne de valeur ont un rôle à jouer sur la qualité, c'est-à-dire à la fois dans la recette, dans la manière de préparer le plat, dans la manière de servir le client et ainsi de suite. Et ça, juste cette phrase-là, simple, qui a nécessité quand même un mois de travail pour se mettre d'accord sur cette phrase-là, a onboardé l'ensemble des collaborateurs derrière. Donc, et ils se sont sentis impactés et impliqués. C'est-à-dire que ça, encore une fois, ce n'était pas une révolution, ça faisait sens dans leur métier. Je trouve que dans les projets de transformation, on oublie souvent le ce pourquoi je me lève tous les matins. Pourquoi le collaborateur se lève tous les matins pour aller ou pour rester maintenant puisqu'on est en hybridation, mais pour être impliqué dans l'organisation. Et on a tendance à avoir 2 modèles, un modèle d'un dirigeant. Et d'ailleurs, quand on a les premiers échanges, c'est toujours très amusant. Le dirigeant me dit, je sais ce qu'il faut faire, je l'ai déjà fait dans l'organisation X. Or, nous, on dit que chaque organisation a son modèle de transformation. Et que l'erreur, ça serait vouloir de plaquer un modèle. Et à partir de là, de se dire, mais ce pourquoi vos collaborateurs se lèvent tous les matins, c'est quoi? Et si on se pose juste cette question modestement,
on va commencer à se poser peut-être les questions des drivers de cette transformation et ce pourquoi on va agir, sans aller chercher, encore une fois, effectivement, comme disait Michel, une promesse trop large, trop forte. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, dans bien des cas, 80% des cas, quand la promesse est trop forte et trop ambitieuse, trop large, le collaborateur ne s'y retrouve pas. Et comme il ne s'y retrouve pas, il dit un énième projet de transformation dans lequel je vais bien attendre que le dirigeant fasse son mandat et ensuite je partirai sur autre chose. Donc je crois que c'est essentiel, effectivement. Alors, Éric Jean, hein, il y a une des participants qui a proposé empuissancement pour la traduction du mot empowerment. Voilà. Waouh! Empuissancement. Ouais. Un peu plus long, mais c'est toujours voilà, la traduction française. Merci Éric, pour cette tentative. Éric Jean, du coup, oui, je reviens aussi parce que tu parlais d'empowerment tout à l'heure, mais comment on embarque le collaborateur? Donc là, on a vu, hein, Julien nous parlait du sens. Concrètement, comment on embarque les collaborateurs? Alors pour Michel, c'est cette copropriété hein, qui fait qu'implicitement, ils vont se sentir embarqués dans la démarche dès le départ. Quelle est ta vision? Oh, elle s'appuie tout de suite sur les derniers mots de Julien, à savoir que chaque entreprise est singulière. J'utilise souvent l'expression un écosystème singulier, fait d'acteurs, avec des ressources, avec des objectifs, avec des contraintes, avec des menaces. Bref, tout ça, ça crée un écosystème, des règles du jeu, une répartition des pouvoirs, qui n'est pas souvent un copier-coller de l'organigramme. Bref, tout ça crée un écosystème singulier. Et la question de comment j'embarque, ce n'est pas une réponse qui, selon moi, apporte soulève une question d'ordre technologique. La transformation, ce n'est pas une technologie. C'est beaucoup d'humain, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup de détermination aussi, de capacité à écouter et à convaincre. Hein. C'est deux choses qui sont peut-être en opposition en apparence, mais il faut apprendre à travailler avec le fameux en même temps. Parce que c'est la vie, le en même temps en réalité. Hein, on le découvre récemment pour tous ceux qui suivent la politique, mais enfin, ça existait avant Emmanuel Macron, le en même temps. C'est cette idée qu'il faut continuer d'avancer avec des idées parfois contradictoires et ne pas laisser son cerveau sur pause dans ces moments-là. Voilà, donc comment on embarque la transformation? En étant en même temps décidé à l'accompagner, à être dans ce travail d'esquisse permanente qui ne sera jamais abouti. L'objectif, c'est pas de faire une œuvre majeure. L'objectif, c'est d'avoir cette dimension modeste. Et là, je rejoins tout à fait Michel avec ses petites victoires qui, in fine, font que les individus sont plus facilement embarqués. Je dis souvent que l'adhésion passe par la participation. Donc, la participation, elle se fait au plus près de l'action. Et donc ça suppose des petites victoires. Ça suppose de ne pas simplement avoir des grandes idées qui transcendent le collectif hein, et qui vont emmener tout le monde sur la Lune, mais d'avoir modestement la capacité, l'envie, l'énergie d'aller à la vitesse du collectif. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure, les transformations, c'est du temps long. Sinon, c'est brutal, c'est accidentel, c'est violent, c'est traumatisant. Bon, et on vit dans une société où le brutal, le traumatisant est de moins en moins accepté. Donc il faut aussi vivre avec l'air de son temps. Voilà, donc vous voyez, bon, je ne fais pas une réponse qui se résume en 3 bullet points, je suis vraiment désolé, mais donc à l'arrivée, peut-être un dernier point, c'est vraiment une question d'éducation et de ressources, mais d'éducation, de savoir résister à la tyrannie de l'instant présent qui pousse les organisations au change management, enfin la transformation immédiate, quitte à ce qu'il y ait des effets collatéraux, et tant pis pour ceux qui n'ont pas la résistance ou suffisamment envie de rester dans l'organisation, on saura s'en séparer. Vous voyez, donc c'est un autre discours, c'est une autre façon de faire. Maintenant, dans certaines organisations, on accepte cet esprit de compétition. Je voudrais juste rappeler ça.
des organisations dont je pourrais taire les noms, mais qui recrutent essentiellement des individus qui aiment la compétition et dont les rémunérations, d'ailleurs, sont largement fondées sur les résultats individuels. Bon, c'est un type d'organisation. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait une grande variété d'organisations. Je dis souvent à mes étudiants à Sciences Po que on est heureux quand on travaille dans un écosystème qui nous convient. Voilà. Donc, à bas l'isomorphisme organisationnel, vive la diversité organisationnelle. Comme le disait, merci Jean, comme le disait Julien, finalement, hein, c'est de se dire au moins, je me lève ce matin, je sais pourquoi, je sais pourquoi j'y vais. Alors, on a parlé collaborateurs, je voudrais revenir aussi sur un autre acteur que vous avez mentionné, le dirigeant. Alors, tout à l'heure, Éric Jean disait, ça ne se décrète pas, la transformation culturelle. Et pourtant, Michel, enfin, pourtant, non, pas pourtant, mais Michel nous dit, on a besoin de ce sponsoring aussi fort, bien sûr, de cet alignement par les juristes. Juste un petit point. David, juste un point de précision. Je n'ai pas dit que la transformation ne se décrétait pas. J'ai dit la culture, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas la même chose. Hein. Très bien, merci pour cette précision. Mais alors, dans ce cas, je pose la question, est-ce que la transformation culturelle se décrète et est-ce qu'en chambre, un dirigeant, des dirigeants peuvent décider, vous avez commencé à y répondre tout à l'heure, hein, mais ma question sous-jacente derrière, c'est finalement quel est le rôle, quel est le positionnement du dirigeant ou des dirigeants, hein, parce que parfois le problème, c'est qu'il n'y a pas un alignement justement d'un COMEX ou d'un CODIR. Hein. Julien, tu veux commencer? Oui, finalement, plus on accompagne ces organisations, plus on a ce sujet du dirigeant qui est fondamental pour nous. Et alors, on a tous entendu, hein, quand on présente un projet de transformation, même de change d'ailleurs, on disait, ce qui est extrêmement important, c'est que le dirigeant soit exemplaire, ce que disait Michel tout à l'heure, que le dirigeant porte le projet, qu'il l'incarne. Et je peux vous dire que dans la transformation, c'est 2 fois plus vrai. Je mettrai ça aux puissances au carré. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut avoir des projets de transformation qui bloquent parce qu'effectivement, la première question que nous posent les managers ou la ligne managériale en dessous du CODIR, COMEX, appelons comme vous voulez, c'est mais que font nos boss? Où ils en sont eux? Vous nous demandez de changer de posture, vous nous demandez ceci, vous nous demandez de changer nos habitudes. Fondamentalement, que font nos boss? Et là, il y a encore beaucoup de maladresse, beaucoup de la transformation, c'est bien pour les autres, c'est pas bien pour moi, ou ça ne me concerne moi. Et moi, je dis, un dirigeant qui veut se lancer dans son transformation, il faut qu'il comprenne bien l'exigence, encore une fois, que ça pose pour lui en tant que dirigeant. Et là, je parle même du président ou du DG, hein, c'est-à-dire que concrètement, ça veut dire quoi en termes de changement personnel. Et je pense qu'il y a cette notion de réflexivité qui est pour moi extrêmement importante. Si je ne fais pas le chemin de la transformation, si personnellement je n'ai jamais fait un chemin de transformation, si je n'ai pas vécu la transformation ailleurs dans une autre organisation et je ne sais pas quel, entre guillemets, sacrifice par lequel ça doit passer en termes de changement de posture, changement d'eux, il ne se passera pas grand-chose dans l'organisation. Et vous pourrez faire les plus grands programmes de transformation, les plus beaux, les plus designés, tout ce que vous voulez, il ne se passera rien. Et ça, c'est un débat que j'ai souvent quand on me dit dans certaines présentations, puisque notre rôle, hein, évidemment, nous sommes des commerçants finalement. Hein, à un moment donné, on nous dit, mais alors, pourquoi j'irai travailler avec vous, cher ami, et si je travaille avec vous, quel serait le risque majeur? Et ben, je dis que le risque majeur, quand je regarde le dirigeant droit dans les yeux, je lui dis, c'est vous. Et là, évidemment, il fait un bond en arrière, c'est-à-dire, je dis, bah, c'est vous, parce que est-ce que vous êtes capable d'aller au bout concrètement de la transformation que vous voulez mener dans votre organisation? Et souvent, on s'arrête encore une fois sur un draft, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne va pas au bout de la démarche et on ne se dit pas ce que ça veut dire. Et c'est là que l'organisation vous attend. Et c'est là que les collaborateurs vous attendent, sur cette exigence que vous allez, et ils vous attendent sur le jusqu'où il est capable d'aller pour pouvoir accompagner cette tension. Donc c'est fondamental, sinon, encore une fois, vous allez rester au milieu du gué avec un projet qui est parti, mais qui va se retrouver gelé ou bloqué parce qu'on attend l'exemplarité du dirigeant. Et qui donne le là à son codir. Merci Julien. Alors, on a quelques questions déjà hein, qui ont émergé. Judith, est-ce que tu peux nous partager les questionnements de nos participants ce matin?
Effectivement, ce matin, on a beaucoup de questions. Je dois dire que c'est pas si fréquent. Là. Franchement, vos propos déchaînent les passions ce matin, à commencer par la notion d'empowerment. Donc, Maude nous dit que pour elle, l'équivalent français serait encapacitation. Et on a également une autre intervention là-dessus, qui est une question en fait de Claudine. Claudine qui nous dit est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit peu plus de précision, d'affiner le sens et par la même occasion de donner un peu plus de corps à la notion de délégation d'initiative et de responsabilité. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre le sujet? Délégation, responsabilisation, et qui veut rebondir? C'est pour toi, Eric Jean, hein, c'est toi qui nous as lancé là-dessus. Je l'ai confirmé. En fait, dans les deux cas, on a une forme de responsabilisation, mais qui ne sont pas dans le même registre. Dans la délégation, je te donne la possibilité de faire cette tâche. Est-ce que tu l'acceptes? Vas-y, fais-la, demande-moi les moyens dont tu as besoin, je te donnerai éventuellement. Et si tu as des questions, surtout viens vers moi. Et si tu es face à un problème, n'oublie pas que je suis là pour toi. Ça, c'est de la délégation. L'empowerment, c'est une notion de confiance au sens de Georg Simmel, c'est-à-dire, voilà un objectif à atteindre, je te fais entièrement confiance pour y arriver, prends les initiatives qui sont nécessaires. Vous voyez, c'est une confiance qui n'a pas besoin de preuves pour exister. Et c'est très différent. Parce que dans la vie, quand on rencontre quelqu'un qui nous donne ce genre de confiance, en général, on s'en souvient. Mais en général, ce qu'on rencontre, c'est plutôt fais tout pour gagner ma confiance, ce qui n'a rien à voir avec tu as 100% de ma confiance, fais tout pour la garder. Je voudrais rajouter un petit point sur ce que vient de dire Eric Jean, encore une fois de l'expérience. Hein. J'appelle ça souvent le vertige de l'empowerment. C'est que souvent, dans les organisations, quand vous commencez à dire ce que vient de dire Eric Jean, c'est-à-dire je te fais confiance pour atteindre l'objectif, il se passe souvent que le collaborateur, le manager, se retrouve un peu perdu devant ce vide, ou en tout cas ce vertige de l'autonomie. Et c'est très intéressant parce que on l'a vécu dans certaines organisations, quand on construit et quand on symbolise, en l'occurrence, par exemple, l'engagement du collaborateur sur la prise d'un investissement. Et on lui dit, tu avais jusqu'à présent, je dis n'importe quoi, 5 000 € pour investir, pour engager ton entreprise, et que maintenant, je te donne 100 000 €. Ce qui se passe souvent, c'est que dans les 48 heures après que vous avez donné cette autorisation, le manager vient vous voir et vous dit, mais j'aimerais bien que tu me contresignes ce bon de commande qui engage l'entreprise pour 20 000 €. Et c'est là qu'on retrouve justement le sujet du dirigeant. C'est-à-dire que si le dirigeant dit, écoute, je veux bien vérifier ton bon de commande et puis effectivement, c'est une bonne idée que tu viennes me voir, c'est là que vous tuez l'empowerment. Et que l'empowerment, c'est de dire à l'autre, écoute, à partir du moment où je te fais confiance pour engager l'organisation, j'ai toute confiance dans le fait que tu vas bien l'engager. Et qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que la personne va revenir vers vous 48 heures, 60 heures, il va bien réfléchir à la question, il va vous dire finalement j'ai trouvé une autre solution, ou finalement j'ai trouvé une manière de faire autrement. Voilà, parce qu'il s'est senti engagé et responsable de l'organisation qu'il engage. Mais ne sous-estime pas cette phase d'autonomie et de vertige que l'on a quand on essaie de dire je ne comprends pas, j'ai donné l'empowerment à tout le monde et ça ne fonctionne pas. C'est un point important. Julien, les entreprises qui utilisent cette notion d'empowerment à haute dose, j'en connais pas beaucoup. Hein. Franchement, c'est un peu comme les poissons volants. Hein. Ça existe, mais c'est pas la loi du genre. Et puis il y a une autre chose que j'aurais envie de dire, c'est que ceux qui ont le vertige, en général, il faut éviter de les emmener en haute montagne. Tout le monde n'est pas fait pour prendre des décisions, des responsabilités. Mais faire grandir les individus, si cette expression a un sens, c'est leur donner la possibilité de montrer de quoi ils sont capables. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde à l'arrivée sur ce type de sujet. En revanche, il y a la possibilité que ces personnes, entre guillemets, déçoivent. Et là, le problème, il est que ce n'est plus de l'empowerment si on ne doit pas faire d'erreurs. Hein. Et donc, on va toucher à un autre sujet qui est d'accepter de faire des erreurs. Les dirigeants font des erreurs, les collaborateurs font tout le monde fait des erreurs dans une organisation.
Mais quand on est drivé par l'idée que l'erreur doit être rare, peu coûteuse et jamais sans conséquence, tout le monde est bloqué, tout le monde est tétanisé. Donc la notion d'empowerment n'a d'effet que l'utilisation du mot. Elle ne se traduit pas dans la réalité. Là, on parlait de culture tout à l'heure. Hein. Je pense que l'empowerment est un élément de transformation culturelle important. Le fait de tenter l'empowerment, d'oser, on pourrait dire l'empowerment, dans une organisation et ce faisant, d'accepter les risques qui vont avec, c'est-à-dire que des individus vont confronter à la prise de responsabilité, probablement faire des erreurs, mais en même temps trouver des solutions à s'améliorer. En tous les cas, ceux qui sont capables d'évoluer en haute montagne seront un jour, comment dire, merciful, on dit en anglais, seront remerciés à quel point cette promenade reconnaissant, merci David, seront reconnaissants de leur avoir donné cette possibilité. Et là, on voit toute cette notion d'esprit de géométrie versus esprit de finesse. L'empowerment, c'est l'esprit de finesse. Dans le sens que j'utilise, évidemment, tout dépend du sens qu'on veut lui donner. Hein. Mais voilà. Et c'est. Je ne veux pas trop digresser, parce que s'il y a beaucoup de questions. J'ai peut-être 3 remarques, mais rapides, mais qui va reboucler avec ce que vous avez dit. Dans plusieurs études quantitatives qu'on a fait auprès de collaborateurs depuis 5-10 ans, on se rend compte que les collaborateurs n'adhèrent plus au discours. Le discours est pipeau, il vaut ce qu'il vaut, et il a une valeur de plus en plus faible pour les gens. Ils adhèrent aux actes. Donc, on rejoint tout ce que vous avez dit. Tu m'as dit que tu allais m'emporter, mais je vérifie et je regarde les actes et je regarde concrètement comment tu gères une erreur. Le deuxième, sur ce droit à l'erreur, c'est pas un droit à l'erreur sur tout et permanent. C'est le droit de faire une erreur une fois, mais pas 2 fois la même erreur, par exemple. Et j'aime bien la façon dont Blablacar a mis en place un processus de gestion de l'erreur qui consiste à, dès qu'un collaborateur fait une erreur, il y a carrément un mail qui s'appelle le mail des erreurs, je ne me souviens plus l'expression exacte, il écrit « j'ai fait telle erreur », s'il l'a solutionné par lui-même, il l'explicite, et s'il n'a pas réussi à comprendre comment solutionner son erreur, il demande de l'aide à l'organisation qui doit collectivement trouver une réponse à cette erreur. Donc, ce n'est pas tant l'ampleur de l'erreur que s'il n'y a pas d'erreur, c'est qu'il n'y a pas de prise de risque, c'est qu'il n'y a pas d'innovation, c'est qu'il n'y a pas d'expérimentation. Donc, une organisation qui fonctionne bien fait des erreurs. Par contre, 2 fois la même erreur, j'ai rarement vu ça, hein, concrètement. Et après, il faut être en posture réflexive sur les erreurs, justement pour les décortiquer, les analyser et pas les renouveler. Et le troisième, c'est que ça m'a fait penser, c'est un peu de pub, mais quand Patrick Storen nous a sollicité l'année dernière pour un bouquin sur l'empowerment, il n'a pas trouvé de traduction avec Jean en français, et donc le bouquin s'appelle Empowerment. Et à mon connaissance, les bouquins sur le sujet utilisent ce terme anglais parce qu'il n'a pas d'équivalent. Engagement, c'est pas tout à fait ça, responsabilisation non plus. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui a du mal à trouver son équivalent français. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, faisons comme le mot sandwich. Faisons-le rentrer dans le dictionnaire. Va savoir, après ce webinaire, qui sait? On va vérifier s'il rentre l'année prochaine, Robert Olarousse. Le temps tourne, on ne va plus avoir le temps de prendre les questions, malheureusement. Du coup, ce que j'aimerais, c'est avoir de chacun d'entre vous un mot de la fin, c'est-à-dire quelque chose de court et d'impactant, bien évidemment, mais voilà, quel est le message que vous souhaiteriez ajouter, hein, un peu, alors soit en synthèse, soit en complément par rapport à tout ce qu'on s'est dit, hein, autour de l'accompagnement de ces transformations culturelles. Qui veut se lancer en premier? L'exercice n'est pas simple. C'est dommage qu'on n'ait pas les questions, hein, David. Hein. On aurait dû faire 2 heures. Là. Moi, je suis frustré. Hein, mais je sais. J'essaie de négocier avec Judith pour. On verra peut-être dans les chats. Mais en guise de conclusion, très rapidement, moi, je n'ai pas envie d'apporter des éléments nouveaux, mais j'ai envie de dire que finalement, quand les transformations se font en continu et pas en séquentiel, elles se vivent mieux. Je pense qu'on est vraiment rentré dans cette
voilà, cette espèce d'œuvre qui doit être en permanence retravaillée, parce que si c'est violent, s'il y a des chocs, s'il y a des crispations, c'est justement parce que la transformation n'a pas été réalisée pendant un certain laps de temps dans l'organisation, et du coup le gap est important. Le gap fait donc intégrons bien qu'on est dans la fin du séquentiel et dans cette nécessité au quotidien de faire évoluer un certain nombre de postures et de comportements continus, même si bien entendu ça évitera pas à certains moments d'avoir un travail plus en profondeur pour changer des modèles culturels. Merci Michel. Oui, Julien. Ouais. Je pense que, encore une fois, c'est la transformation culturelle, on l'a dit tout au début dans la définition, elle fait appel à l'humain. On sait que l'humain est complexe. Et donc, je pense que face à une transformation culturelle, il faut avoir l'humilité de prendre du temps, de réfléchir, d'être dans la réflexivité, de bien analyser où on met, entre guillemets, où on met l'action et où on fait porter l'action. Je pense que, et donc d'enlever tout type de représentation de on l'a déjà fait, c'est facile, de prendre des raccourcis qui vont biaiser en fait votre analyse et le diagnostic que vous allez faire pour mener la bonne transformation. Je pense que c'est vraiment ça. De la prudence, de la prise de recul et de la réflexion. Merci Julien. Éric Jean. Écoutez, essayer d'être impactant, la barre est tout de suite très haute. Culture transformationnelle, évidemment, tout ce qu'on a évoqué, enfin ce qu'on évoque pendant ce webinaire, souligne à quel point la dimension humaine est importante. La dimension humaine n'est pas simplement la fonction des individus dans l'organisation. On a tendance à associer importance et fonction, à mettre ces deux mots là ensemble. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tout le monde connaît l'organisation parfaitement de là où elle est, et que de facto, il faut avoir cette approche balsacienne de l'organisation pour espérer accompagner une transformation qui soit un ongoing process, hein, comme cela a été évoqué. Voilà pourquoi il faut faire preuve, je dirais, de leadership, un mot qu'on n'a pas utilisé depuis le début, et qui celui-là est dans le dictionnaire français. Et le leadership, à travers ce qu'on vient de dire, ça devient évidemment l'action politique de tout manager et de tout dirigeant. L'action politique au sens de comprendre la nature des relations qui lient et délient les individus entre eux, comprendre les stratégies d'acteurs qui sont à l'œuvre, comprendre les rapports de pouvoir qui sont dans l'organisation pour aider, accompagner, bref, être dans une situation, si je prenais une métaphore sportive, d'être beaucoup plus dans le judo que dans le karaté. D'ailleurs, à ce titre-là, si je puis me permettre, David, j'ai une citation de Richard Derry, prof à HEC Montréal, sur le management que moi j'adore parce qu'elle nous change les définitions classiques. Le management est donc d'abord et avant tout une technique de survie à la disposition des humains, technique qui vise à résoudre l'inévitable et à jamais insoluble problème que pose l'action collective. Donc, tout est dit et tout nous montre la modestie et l'humilité avec lesquelles on doit envisager la transformation culturelle, parce qu'on en a peu parlé, mais une posture d'humilité, un œil neuf par rapport à ces sujets, quel que soit le CV du dirigeant, le CV des managers, est extrêmement importante, parce qu'on repart de zéro. Julien, tu l'avais dit, toute transformation culturelle est singulière, et la posture d'humilité du leader est extrêmement importante pour l'envisager. Merci Michel, merci Éric Jean, merci Julien, merci Judith, merci à tous pour cet échange qu'on aurait aimé prolonger, hein, je ne vous le cache pas. Voilà, c'est une conversation à la fois agréable et très enrichissante. Judith, peut-être un petit mot de la fin aussi? Oui, j'ai profité de l'occasion pour préciser que ce webinaire était organisé dans le cadre de la semaine de la transformation. Donc, si vous voulez continuer à prolonger les réflexions autour de la transformation, nous vous invitons demain matin à suivre notre webinaire sur la révélation de notre étude du baromètre orientation client, pour lequel nous avons interrogé des collaborateurs des organisations et non des clients. Jeudi, vous pourrez nous retrouver à FinTech Révolution
Et vendredi, nous vous proposons un webinaire autour des réorganisations et un autre autour de l'excellence opérationnelle. Donc, n'hésitez pas à regarder notre programme et à vous inscrire. Merci Judith. Avec plaisir. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à toi, David. Merci. Pour la vie. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.